Bienvenue dans Scribo Cum Fulgure, épisode 3. Bienvenue sur Scribo Cum Fulgure, le podcast des passionnés de science-fiction, science-fantasy et fantasy. Ici on parle lecture, écriture et création de nouveaux univers. Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 3 de Scribo Cum Fulgure, je vous propose de partir à la rencontre de Sneb, un jeune laissé pour compte qui vit à Lyon en 2055. La fiction sonore sera assez brève, uniquement les premières pages de la novella qui en fait 30. Je vous explique pourquoi. En fait, ce texte sera publié soit cet été, soit à la fin de l'année, selon le mode de publication. Donc je ne veux pas tout vous révéler dans cet épisode. Cependant, on va pouvoir parler incipit et in media res. On va pouvoir, je vous expliquerai tout ça, il y a beaucoup de termes latins avec Scribo Cum Fulgure. Nous allons parler aussi de la structure morganienne et mélusinienne dans un récit de fantasy. Nous parlerons aussi du concept clé qui articule la structure, mais aussi le mode de pensée dans ce monde. Et comme vous allez le découvrir dans quelques instants, la fiction sonore a deux parties. Une première partie qui est une présentation de l'auteur qui s'appelle Raiden Solquill, qui s'enchaîne après avec les premières pages donc de cette narration. À tout à l'heure, je vous souhaite une très belle écoute. C'est le moment de la fiction sonore. Bonne écoute. Raiden Solquill écrit de la science-fiction solarpunk pour rêver une civilisation décarbonée. IL explore les relations entre technologie et nature, entre liberté et sécurité. Laissez-vous emporter dans ces intrigues étranges et palpitantes, dans lesquelles des personnages troublants s'élancent, parfois malgré eux. Voici un court extrait de sa nouvelle, L'architecte. Clac, 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 les roues du skate claquent sur les marches de la traboule qui descend ex abrupto vers la rue du Bœuf. La lune ronde décolore les lieux déserts. Clac, 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 Sneb, jeune, petit, sec, sale, roule aussi vite qu'il peut pour échapper au robot flic. Cling, 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 cling. La course métallique dans son dos est maladroite. Délicat pour des robots de dévaler une traboule. Sneb déboule sur la rue du Bœuf, gicle de son skate, l'attrape au volume. Il oblique à gauche et appose son passe-code pour pousser la première porte qu'il croise. Le jeune garçon est frêle, la porte médiévale pondéreuse. Les robots flics pas loin. Cling, cling, cling. Il ne lui en reste qu'un, mais Sneb n'a pas le choix. Il dégoupille la tête d'un cube d'illusion. Des particules miroitantes jaillissent. Il pose le cube devant lui et s'immobilise. L'objet lance un rayon qui modélise la silhouette de Sneb, puis projette un jet de particules qui difflute un brouillard coruscant. Voilà, j'espère que le tout début de l'architecte vous a plu et que vous aurez envie de lire la novella au complet. Donc la première partie du texte, le tout début, ça s'appelle l'incipit ou l'incipit, et ici on est in media res, c'est-à-dire qu'on est au milieu de la chose, c'est-à-dire qu'on démarre le texte en pleine action, alors que Sneb est en train d'essayer d'échapper au robot flic. On a vu dans l'épisode 2 du podcast un autre in media res avec Yansa, qu'on présente comme personnage au moment où elle est à l'école et va entrer en conflit avec l'instit. Le in media res permet de projeter immédiatement le lecteur ou la lectrice dans l'enjeu de la nouvelle ou du roman. Puis le in media res permet de présenter l'univers, le personnage, sa ligne de désir, ses problèmes et l'action principale de la narration très vite. Donc c'est assez captivant pour le lecteur ou pour la lectrice lorsque évidemment c'est bien fait, lorsque l'univers est suffisamment attirant. Ça veut dire quoi bien fait? Ça veut dire qu'il faut fournir suffisamment d'informations au lecteur ou à la lectrice pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, mais en même temps lui fournir l'opportunité de micro-travailler, c'est-à-dire de connecter des choses toute seule ou tout seul, afin de se sentir engagé dans le texte. Je ne vais pas tout vous révéler sur la ligne de désir de Sneb qu'on découvre peu à peu.
En fait, évidemment, l'arc narratif va suivre cette ligne de désir, qui est une ligne perturbée par sa relation avec un autre personnage principal qu'on découvre plus tard dans le texte. Il y aura une série de conflits dans ce texte qui vont mener à des révélations. Ces révélations peuvent être à nouveau internes, donc un conflit interne au personnage et une révélation de ce personnage par rapport à lui-même, ou un conflit externe avec un autre personnage, un contexte, une situation, qui amène aussi le personnage à avoir une révélation sur lui ou sur la situation, sur l'intrigue. Donc dans le cas de l'architecte, la ligne de désir de Sneb est perturbée par sa relation avec ce qu'on appelle un personnage de faux mentor, et on reviendra sur cet archétype de personnage dans un prochain épisode. La manière dont les conflits sont gérés dans ce texte, c'est que ces conflits peuvent être larvés, pas assumés par le personnage de Sneb, et aussi le conflit externe peut être un miroir du conflit interne au personnage. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de centrer le texte sur le monde intérieur du personnage et d'utiliser tout ce qui se passe autour de lui comme un miroir de ce qui se passe en lui. Je ne vais pas plus loin à propos de la construction du personnage de Sneb, on y reviendra quand le texte sera publié. Au niveau de la structure du texte, on est dans une structure de fantasy, puisque Sneb va être amené à quitter le monde ordinaire pour visiter non pas un mais deux mondes extraordinaires. Quand vous écrivez un récit de fantasy, vous avez deux grandes structures potentielles et qui ont été identifiées par Laurence Arflankner dans la fin des années 90. C'est la structure mélusinienne et la structure morganienne qui viennent évidemment des fées Mélusine et Morgane. Dans la structure mélusinienne, la fée Mélusine quitte son monde pour venir dans le monde des humains et ça se termine pas très bien. Dans la structure morganienne, c'est l'archétype du chevalier errant qui va traverser une rivière conduit par un animal blanc à la rencontre d'un monde merveilleux où il peut y avoir une fée du type de Morgane et il va apprendre des choses de cet univers et revenir après dans son monde à lui. La fantaisie, c'est un moyen d'exprimer une vie idéale des êtres qui sont un petit peu idéaux. Vous pouvez penser aux forêts avec les elfes dans Le Seigneur des Anneaux par exemple. Vous avez ces bulles d'utopie qui coexistent avec la dystopie qui est le Mordor. Les fées ne sont pas des fées mais des elfes, mais vous retrouvez les notions de passage dans le film du Seigneur des Anneaux, et je me souviens plus, mais je pense que dans le livre c'est pareil. En fait, Frodon arrive dans la forêt en traversant une rivière. Il y a une fontaine qui permet de voir un avenir possible. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont issus du merveilleux, de la matière de Bretagne, c'est-à-dire la matière celtique des romans médiévaux de l'Europe de l'Ouest. Et ce qui est très intéressant, si on revient à la source de ces structures mélusiniennes et morganiennes, c'est donc des romans du XIIe et XIIIe siècle en langue française, donc les premiers textes en langue française écrits en vers, et ils ont une visée à la fois de divertissement mais aussi politique. La première visée politique, c'est que c'est écrit en langue française et pas en latin. C'est donc le début d'une construction d'une nation et d'une culture qui va avec cette nation. Le deuxième élément politique, c'est que lorsque le chevalier errant dans une structure morganienne va quitter le monde ordinaire pour aller dans un monde dit enchanté, une de ses missions, ça va être aussi de désenchanter ce monde pour le ramener sous la coupe du roi. Et là, ça renvoie vraiment à la géopolitique de l'époque où le roi était en Île-de-France et avait une aire de pouvoir très limitée et souhaitait étendre son influence. Et donc il fallait ramener des territoires qui n'étaient pas sous son pouvoir, sous sa coupe. Donc ce que racontent ces textes-là, c'est littéralement une volonté politique qui avait lieu à l'époque. C'est très intéressant de voir la transposition de ça dans le western. Le western raconte comment on organise le territoire, comment est-ce qu'on organise la continuité de ce territoire dans une zone qui appartient à d'autres peuples autochtones. Donc ça se fait à leurs dépens,
mais il y a la même notion de désenchantement d'un endroit dit dangereux, où il se passe des choses qu'on ne comprend pas bien, et donc par exemple une ligne de chemin de fer, si vous prenez le western spaghetti de Il était une fois dans l'Ouest, le but de la ligne de chemin de fer, c'est de ramener une continuité territoriale pour que les pionniers, les colons de l'époque puissent s'installer. Tout ça se fait complètement au détriment de la culture précédente, et c'est un peu ce qu'on a vu au Moyen-Âge en France au XIIe et XIIIe, où la culture chrétienne, la culture de cette royauté ascendante, venait se greffer sur la culture païenne qui préexistait. Une différence, c'est que dans les westerns, ça passe par l'écrasement, l'annihilation de la culture autochtone qui était là avant, alors que dans les romans des XIIe et XIIIe en France, il y a ce qu'on appelle une sorte d'acculturation, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des modèles païens et ils vont les ramener sous l'influence du christianisme. Donc vous allez avoir, par exemple, ça existe encore en France, des églises qui s'appellent Notre-Dame des Épines. Les épines, c'était des endroits, les aubépines et tout ça, des endroits où il y avait des fées. Ils ont récupéré cette notion de fées et d'épines, transformé ça en Notre-Dame des Épines. C'était un peu une grosse digression, mais tout ça pour vous parler de deux aspects importants dans la structure de la fantaisie. Un, on quitte le monde ordinaire pour aller dans un monde extraordinaire. Deux, on peut revenir dans le monde ordinaire ou on peut décider de rester dans son monde extraordinaire. C'est à vous de voir ce que vous voulez créer. Donc on parlera à ce sujet-là de la structure mythique, mais pour l'instant restons-en à la fantaisie. Ce monde extraordinaire propose une vision idéale de l'être humain et d'une société humaine. Et on peut tout à fait utiliser le monde de la fantaisie pour parler d'enjeux politiques réels et actuels. On va donc avoir notre personnage Sneb qui va passer d'un monde à l'autre. Et pour structurer ces mondes, pour leur donner une colonne vertébrale, je me suis appuyée sur les trois notions de temps qui existent depuis l'Antiquité. Chronos, Kairos et Aion. Sneb va visiter trois endroits qui s'articulent autour de ces trois notions. Donc le premier endroit, c'est Lyon, qui est articulé autour de Chronos, et qui est une critique à peine déguisée de la manière dont on a construit les villes en pensant le temps comme étant un temps linéaire qui a un début et une fin. Si le temps linéaire a un début et une fin, le but de l'homme, c'est de monter dans l'échelle sociale le plus possible et d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B. D'où la construction d'une ville dite moderne. Même si le texte démarre dans le Vieux-Lyon, qui est donc une partie médiévale, référence évidemment aussi à la fantaisie. Ceci dit, la première partie, donc cette partie lyonnaise, est vraiment articulée autour du temps chronos, donc le temps linéaire qui a un début et une fin, une finitude. Le problème psychologique de Sneb principal, c'est qu'il n'arrive pas à percevoir les opportunités parce qu'il a une très très faible estime de lui-même. Je développerai plus ça à nouveau quand le texte sera publié. Et donc il va visiter un premier monde qui est le monde de Kairos. Et Kairos, c'est le temps de l'opportunité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se présente et hop, il faut le saisir. Et donc toute la société de ce monde de fantaisie est organisée autour de cette notion de Kairos et d'opportunité. Et de ce fait, l'organisation de l'espace, l'organisation urbaine de cette société est aussi organisée autour de l'opportunité. Je ne vous dévoile pas la dernière cité qui est basée sur Aion. Donc Aion, c'est le temps circulaire. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut donner, Aion, la dernière partie du texte, est vraiment une utopie où l'espace et le temps sont organisés en cercle, où la mixité sociale, l'agilité sociale est beaucoup plus forte que dans un temps chronos où on démarre à un niveau social et on termine à un niveau social inférieur ou supérieur selon ce qui s'est passé dans notre vie. Kairos, c'est l'opportunisme,
Et Aion, c'est une espèce d'agilité où être à un point ou à un autre n'a pas tant de valeur que ça, puisque le temps est circulaire. Je vous en dis pas plus, tout ça sera donc bien compté dans le texte à travers la ligne de désir du personnage et toute une série de révélations. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle qu'on va revoir toutes ces notions plusieurs fois au fur et à mesure des épisodes, donc ça peut vous paraître très touffu et un petit peu en arborescence. Ne vous inquiétez pas, contentez-vous d'écouter, écoutez plusieurs épisodes, revenez à certains, et vous verrez, vous allez apprendre sans même vous en rendre compte. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine.